Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que Saint-Denis, ça va? Bonsoir. Pierrefitte, ça va? Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux pour ce mythique meeting. Un moment incroyable. Malheureusement, beaucoup de monde n'ont pas pu rentrer. Ça arrive petit à petit. Vous avez des espaces à l'extérieur où d'autres personnes avec des écrans vont suivre le meeting. Merci. Ouais. Bonsoir. Merci d'être si nombreuses et si nombreux ce soir. Vous savez, quand je suis arrivée à Saint-Denis, on m'a dit une chose, je crois que c'est la camarade Nelly Angèle qui est ici ce soir, qui m'a dit « Saint-Denis, c'est la ville des rois morts et du peuple vivant ». Est-ce que vous êtes le peuple vivant ce soir? Est-ce que vous allez montrer? Ouais! Est-ce que vous êtes chaud? Je crois qu'on les entend pas assez. Non, on les entend pas assez. Est-ce que vous êtes chaud? Alors nous sommes très honorés d'avoir à nos côtés ce soir Jean-Luc Mélenchon. Bravo. Jean-Luc, Jean-Luc. Et je sais que Jean-Luc, ça lui parlera. On a placé cette campagne sous le signe de l'espoir. De l'espoir pour Saint-Denis, de l'espoir pour Pierrefitte et surtout de l'espoir pour la jeunesse, pour nos jeunes. Et encore une fois, plutôt que de confisquer la parole comme l'a fait Mathieu Hanotin, on va simplement leur demander de venir sur scène et de parler directement. Merci à eux. Faites un tonnerre d'applaudissements pour ces jeunes. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers habitants de Saint-Denis et Pierrefitte, bonsoir. Avant de vous exposer mon argumentaire, j'aimerais remercier chaleureusement les organisateurs et notamment Bali Bakayoko qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer face à vous aujourd'hui. Je reprends aujourd'hui la parole devant vous, pas seulement comme une lycéenne, mais comme une jeune dionysienne qui a grandi ici, qui a conscience des problématiques de notre génération, mais également toute sa force et toutes les nombreuses opportunités qu'une ville comme Saint-Denis et Pierrefitte peut nous offrir. Je m'appelle Aya, je suis étudiante au lycée Sugère de Saint-Denis, et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je crois profondément à la jeunesse de notre ville. Mais croire en la jeunesse ne suffit pas. Il faut lui donner les moyens d'exister, s'y intéresser, s'y impliquer avec la plus grande des sincérités et non pas seulement lors de discours pré-campagne électorale. Ces 6 dernières années, beaucoup de jeunes ont malheureusement été mis de côté, oubliés, méprisés pour ne pas dire abandonnés. Quand certains espaces jeunesse sont fermés, ce ne sont pas seulement des bâtiments qui ont disparu, ce sont des repères, des lieux où on pouvait apprendre à être autonome, créer, débattre, monter des projets. Et quand ces lieux disparaissent, c'est toute une génération qui perd un lieu pour se construire, se cultiver et s'émanciper. Je le dis. Je le dis aujourd'hui avec franchise, la jeunesse de cette ville mérite mieux et vraiment beaucoup mieux. Lorsqu'on est jeune, nous avons toutes et tous ce rêve de réussite et pour cela, nous devons nous donner les moyens de les accomplir. Avancer, trébucher, se relever fait partie du chemin. Mais rien n'est plus valorisant et important que d'être entouré, accompagné ou encore orienté par nos familles et des professionnels de terrain qui s'émerveillent de notre réussite car la réussite des uns fait la fierté de notre ville.
Et dans cette ville, beaucoup de nos aînés sont aujourd'hui notre fierté du territoire. Ces mêmes aînés ont pu bénéficier de structures jeunesse qui leur ont permis de se construire, d'être autonomes, de s'investir dans la conception de projets, d'être force de proposition, de travailler sur la mixité, de faire des rencontres, apprendre à accepter les différences de chacun. L'accompagnement de chacun se fait aussi par des thématiques primordiales, telles que sur des sensibilisations sur la santé, sur le harcèlement scolaire, sur le numérique, sur l'écologie, sur l'humanitaire, sur l'intergénérationnel, ou encore être acteur d'un engagement politique, car comme le dit le dicton, si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. J'ajoute à cela des sujets essentiels pour notre avenir, tels que l'emploi, la formation et l'insertion. Trop de jeunes à Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine cherchent un stage sans réponse ou veulent travailler mais n'ont pas les réseaux et les relais pour y accéder. Nous devons donc créer des vrais partenariats avec des entreprises pour permettre aux jeunes de découvrir des métiers, d'obtenir des stages et de construire leur avenir. Parce que l'égalité des chances ne doit pas rester un slogan, elle doit devenir une réalité. L'avenir d'un jeune ne doit pas être limité par le quartier où il est né, et le sociologue Pierre Bourdieu l'expliquait ainsi: le capital culturel agit comme un héritage invisible. Certaines richesses ne sont pas financières, mais dans les opportunités que l'on reçoit dès le départ. Beaucoup de jeunes de quartiers populaires, la principale richesse reste l'école. Et pourtant, nous aussi, nous avons du talent, mais trop souvent, on ne donne pas l'occasion de les montrer. Alors oui, l'égalité des chances doit devenir une réalité. Notre jeunesse est consciente et forte. Elle réfléchit, elle s'organise et elle agit. Comme aujourd'hui, je suis face à vous. N'en déplaise à certains, la jeunesse de Saint-Denis et Pierrefitte a du talent, elle a des idées et de la force. Alors je veux dire aux jeunes de cette ville, ne doutez jamais de votre valeur, ne laissez jamais personne décider. Ne laissez personne décider à votre place ce que vous êtes capable de devenir. Parce que l'avenir n'appartient pas aux spectateurs, il appartient à celles et ceux qui ont le courage de se lever, de s'engager et de lutter pour ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, avec la liste Ensemble, retrouvons l'espoir porté par Bali Bakayoko, Soufia Boutri, Bakary Soukouna, Farid Aïd, Django Traoré et toute son équipe qui croient en notre jeunesse. Ils nous ont soutenus durant toute notre lutte pour sauver nos espaces jeunesse. Je pense également à tous les professionnels de l'animation qui ont lutté avec nous pour nous. Je pense à Nabil, à Katia, à Brice, à Abbas et Mamadou, à Mara et Karamba, à Vindo, à Vindo et Bella, à Lies et Taïrou de Pierrefitte, à Abdoulaye et Nanou, sans oublier nos mentors Fémi du Franc-Moisin, Barolé et Youssouf de Degeter. Et j'aimerais ajouter une mention spéciale à 2 soldats qui étaient avec nous au début de ce combat, Valérie et Liazid, paix à leurs âmes. Pour terminer, je peux vous le dire avec conviction, la jeunesse de Saint-Denis ne sera pas seulement l'avenir de cette ville, elle en sera la plus grande fierté. La jeunesse de Saint-Denis et Pierrefitte peut changer l'histoire de sa ville et cette jeunesse est prête. Merci. Merci Aya. Merci beaucoup Aya. Comme vous pouvez le voir, dans cette ville la plus jeune de France, dans le département le plus jeune de France, cette jeunesse est engagée. C'est cette jeunesse-là dans laquelle on va investir, cette jeunesse qui sera notre avenir. Merci beaucoup Aya. Cécile. Merci. L'espoir, vous le voyez, c'est la jeunesse, mais c'est aussi le fait d'avoir pu construire ici à Saint-Denis une liste d'union de la gauche, de la vraie gauche, avec la Seine-Saint-Denis au cœur. On peut les applaudir avec Bakary Mohamed, avec le Parti communiste français, avec la France insoumise et avec tant de militants et de citoyens qui sont avec nous, et surtout avec nos 2 députés de combat, avec Éric Coquerel et avec Stéphane Peu. On vous invite à monter nous rejoindre. Et merci à eux 2 de se battre au quotidien contre Macron, contre Le Cornu et contre le PS parfois qui les soutient.
Ah bon, je ne tiens pas le micro. Bonjour. Il paraît qu'il y a des sondages qui expliquent que 16% des sympathisants de LFI, 21% de ceux de Jean-Luc Mélenchon voudraient faire barrage à France Insoumise. Alors, à les croire, on devrait se réunir tous dans des caves, des catacombes, tous en se regardant en chien de faïence. Et nous, au sondage bidon, on préfère le peuple réel, parce que c'est beaucoup plus sûr dans les urnes au moment fatidique. Alors, je voudrais ici dire bonjour à tous les citoyens et citoyennes qui ont la Seine-Saint-Denis au cœur. Bonjour aux communistes, bonjour aux insoumis, bonjour à tous ceux qui ont envie de changer les choses dans cette ville. Et je vais dire qu'il y a 3 raisons de mettre un bulletin de vote Bali Bagayoko le 15 mars dans l'urne. La première, c'est qu'on se retrouve dans une situation ici, mais je pense aussi à Saint-Ouen, je pense aussi à Épinay, où on présente Manon Montmirel et Vivien Rebière, où avec Stéphane, on se retrouve très souvent interpellés, quasiment tous les jours, pour des problématiques de logement indigne, de logement non isolé, trop cher, aux charges explosives, pour des gens qui n'arrivent pas à avoir les papiers dont ils ont droit, ou qui ont des OQTF totalement illégitimes, pour des profs manquants, des hôpitaux surchargés, des services publics qui sont surchargés. On a beaucoup de ces gens-là qui viennent nous voir parce que les maires les ignorent totalement sur l'ensemble de ces villes et que la situation, ils en sont eux-mêmes responsables. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que nous voulons des communes résistantes, des communes combattantes qui vont justement permettre d'être auprès de nos concitoyens pour lutter contre la politique, face à l'État, face aux bailleurs sociaux, face aux autorités, face à la préfecture. La deuxième raison, c'est que c'est la censure populaire au macronisme, de ces budgets inégalitaires, austéritaires, écocidaires, discriminatoires, de ce qu'il ne veut pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire bloquer les prix quand les prix du pétrole explosent. Alors nous le disons, là, il n'y a pas à se tromper. Il y a d'un côté la liste de ceux qui ont censuré depuis le début Emmanuel Macron, la liste « Ensemble, retrouvons l'espoir », et de l'autre côté, il y a la liste des soutiens à Emmanuel Macron, celle de Mathieu Hanotin. La troisième raison, c'est le bulletin du refus du monde de Trump, de Netanyahou, de Bardella, de Le Pen, de Retailleau. Celui de la loi du plus fort, du suprémacisme, du racisme, de la guerre. Alors ici, on sait qu'on a gagné cette bataille depuis très longtemps. Mais il nous incombe quelque chose avec notre bulletin de vote. C'est d'encourager la France entière qui n'est pas gagnée à ces idées nauséabondes. C'est d'envoyer un message aux irresponsables, y compris à gauche, qui se trompent d'adversaires et de dangers. Ici est le front de résistance, la pointe avancée du front antifasciste dont la France a tant besoin pour le deuxième tour des élections municipales et pour les prochaines présidentielles. Le 15 mars, habitantes et habitants de Saint-Denis, montrez l'exemple à tout le pays. Alors, chers amis, chers Dionysiens et Dionysiennes, chers Pierrefittois et Pierrefittoises, car pour nous, ça reste 2 villes. Oui. Chers camarades, chers amis, et je voudrais dire, après avoir salué les Dionysiens et les Pierrefittois, saluer peut-être plus particulièrement, si vous m'y autorisez, la personne et la venue de Jean-Luc Mélenchon dans notre ville. Et lui dire un petit message. Ici, c'est la ville de Paul-et-Loire, Saint-Denis. D'ailleurs, le fonds Paul-et-Loire est au musée de Saint-Denis. C'est aussi la ville d'un ami de Paul-et-Loire qui s'appelait Jean Marcenac, qui était poète également et professeur au lycée de Saint-Denis, et qui a écrit, ça a été dit tout à l'heure par Cécile, cette phrase, nous qui sommes à côté de la basilique, « Saint-Denis, c'est la ville des rois morts et du peuple vivant ».
Voilà. Et tout au long de l'histoire de cette ville, l'histoire des luttes a marqué terriblement ce territoire. Et ici, dans cette salle, à côté de la basilique de Saint-Denis, pour la petite histoire, il y a eu en 1929 le 6e congrès du Parti communiste français qui voyait l'entrée dans la direction du Parti communiste de Benoît Frachon et de Maurice Thorez. C'est pour la petite parenthèse historique. Alors, chers amis, nous le savons, dimanche prochain, les projecteurs seront braqués sur les résultats de la ville de Saint-Denis et de Pierrefitte. Nous avons un devoir ici et maintenant, c'est de montrer que la Seine-Saint-Denis, et singulièrement notre ville, est une terre de résistance et d'espoir. Ici, nous nous inscrivons dans un long parcours de lutte ouvrière, de lutte contre toutes les formes de racisme et contre le fascisme. C'est ici que de toute la France, de toute l'Europe, du monde entier, sont venus tout au long du XXe siècle les ouvriers et les ouvrières qui ont construit notre pays et son industrie dans ce qui était à l'époque, à la plaine Saint-Denis, le premier pôle industriel d'Europe. C'est ici qu'aujourd'hui, venus de 130 pays du monde, vivent des familles, des enfants qui seront et qui feront la France de demain. C'est ici que la grève a permis de gagner les congés payés et la sécurité sociale. C'est ici qu'ont caché les militants algériens du FLN qui étaient pourchassés par le préfet Papon. C'est ici qu'on a accueilli les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui fuyaient le fascisme. Et nous n'oublierons jamais que c'est ici, à Saint-Denis, que Doriot, le maire fasciste, a été battu aux élections dès 1935. Car c'est ici, dans notre pays, le peuple de Saint-Denis s'est levé avant tout le monde contre le fascisme. Oui, nous sommes une terre de résistance où le slogan « Français immigrés, même patron, même combat » a fait vibrer les cortèges depuis des décennies. Quand on a la chance de vivre dans une ville-monde, on se doit de traiter à égalité tous ses habitants d'où qu'ils viennent. Alors oui, la liste conduite par Bali Bagayoko, par Sophia Boutry, Farid Aïd, Bakary Soukouna et tous les autres a eu raison de choisir le mot « espoir », car même quand tout semble sombre et sans issue, c'est l'espoir d'une autre ville, d'un autre pays, d'un autre monde qui nous fait agir. Saint-Denis, ville de la solidarité avec les peuples opprimés et avec le peuple palestinien en premier lieu, mais aussi avec le peuple iranien, avec le peuple libanais, avec le peuple vénézuélien, avec le peuple cubain qui est sur la liste de Donald Trump. Et on sait ici que la guerre, même si elle se passe à des milliers de kilomètres, elle résonne singulièrement dans notre ville, car beaucoup de Dionysiens ont leur famille dans les pays qui souffrent. L'espoir à Saint-Denis, c'est la solidarité entre les habitants, c'est le dynamisme des associations, c'est la vigueur des organisations syndicales. Et il est heureux que nous, communistes, militants insoumis, de la Seine-Saint-Denis au cœur, citoyennes et citoyens engagés dans le mouvement associatif et syndical, avons su dépasser les erreurs et les rancœurs pour nous unir et montrer qu'il y a un autre chemin pour Saint-Denis que celui proposé par le maire actuel. Oui, nous sommes une ville populaire et métissée et fiers de l'être. Non, nous n'abandonnerons jamais face au coup bas d'un gouvernement qui préfère investir dans l'armement plutôt que dans l'éducation ou la santé. Nous avons besoin d'une municipalité qui soit un bouclier contre les attaques des gouvernements de droite et la menace de l'extrême droite. Notre projet, c'est construire avec et pour les habitants. Les candidats devront être des élus au service de la population. J'ai confiance en vous, toutes et tous, en votre détermination et votre courage. Alors oui, aucune voix ne doit manquer à la seule liste qui porte l'espoir d'un Saint-Denis pour toutes et tous, la liste Ensemble, retrouvons l'espoir, conduite par Bali Bagayoko.
vais faire l'animateur puisque je suis chargé de passer la parole désormais à ma camarade, ma collègue, une dionysienne pur jus, si on peut dire, Sophia Boutry. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Alors, comme chef de file des communistes de Saint-Denis, je suis fière ce soir. Fière d'avoir œuvré avec beaucoup d'entre vous au rassemblement que les habitants attendaient tant, depuis si longtemps, d'une gauche de combat, d'une gauche debout, avec la France insoumise, avec le Parti communiste français, la Seine-Saint-Denis au cœur et énormément de citoyens et citoyennes engagés. Une union faite en responsabilité, car pendant 6 ans, avec mes collègues de l'opposition municipale, nous avons mené le combat face à Mathieu Hanotin et son équipe devant l'arrogance et le mépris que vous avez tous vus. Une arrogance et un mépris qui, malgré tout, ne nous a pas empêchés d'œuvrer pour le respect de la démocratie locale, la défense de nos services publics et de nos biens communs. Ce combat, nous l'avons mené avec fierté, détermination, mais il est temps, aujourd'hui, maintenant, d'ouvrir une nouvelle histoire, une nouvelle page pour notre ville. Parce qu'ici, à Saint-Denis et à Pierrefitte, les femmes et les hommes travaillent dur, ont les fins de mois difficiles qui commencent souvent le 10 du mois, où les décisions austéritaires prises par l'État ont des conséquences terribles, où la rupture d'égalité républicaine elle se matérialise quotidiennement chez nous, avec un hôpital malade, l'école qui est en souffrance, des démarches administratives pour renouveler sa pièce d'identité qui sont le parcours du combattant, et obtenir une justice ici à un temps record, c'est impossible. Et généralement, on attend quoi? On attend que son élu, il le défende, son élu nous protège, enfin que l'élu protège et qu'il respecte. Aujourd'hui, c'est l'inverse que l'on a vécu ces 6 dernières années avec Mathieu Hanotin. Alors oui, le maire actuel et son équipe peuvent multiplier les inaugurations, faire de la communication à gogo, lancer même des rumeurs pour faire peur. Mais nous devons poursuivre notre campagne pour que Saint-Denis et Pierrefitte retrouvent sa dignité. Et souvenez-vous, je terminerai par là, en 2017, un certain député sortant, appelé Mathieu Hanotin, et d'ailleurs il a été éliminé au premier tour par Stéphane Peu, avait le même bilan, un bilan catastrophique, une déconnexion totale avec la population, c'est exactement la même chose. On l'a fait une fois, on le refera une deuxième fois. Alors allez-y, il vous reste que quelques jours pour aller convaincre autour de notre programme, pour suivre notre campagne. Dimanche, faisons de Saint-Denis et Pierrefitte ces villes qui seront gouvernées par le peuple et pour le peuple. Mais sans plus attendre, j'appelle la personne que tout le monde attend tant, Bali Bagayoko, le candidat de la liste d'union, notre futur maire, Bali. Mes amis, regardez autour de vous. Regardez cette salle. Ce soir à Saint-Denis, ce n'est pas seulement un meeting en réalité. C'est un peuple qui se rassemble. Un peuple qui refuse la résignation, qui a décidé de dire non à l'injustice. Un peuple qui refuse qu'on décide à sa place. Quand le peuple de Saint-Denis et de Pierrefitte se lève, alors en réalité, plus rien ne peut l'arrêter. Alors je vous pose une question simple. Êtes-vous prêts à gagner le 15 mars prochain? Êtes-vous prêts à gagner le 15 mars prochain? Parce que moi et notre équipe, nous sommes convaincus que le 15 mars, nous pouvons gagner et nous allons gagner. Saint-Denis et Pierrefitte, ce n'est pas seulement des rues et des immeubles. C'est une ville-monde, avec plus de 150 nationalités d'origine différentes, venues quasiment des 5 continents. Une mosaïque vivante, colorée et en pleine force. Nos quartiers racontent les histoires de courage, d'hommes et de femmes, de travail, mais surtout de résilience. Je veux rendre hommage à nos aînés, à celles et ceux qui ont tant fait pour que nous puissions vivre ici, et souvent dans l'ombre, parfois dans l'injustice, mais toujours avec une grande fierté. C'est pour eux,
que nous devons nous battre. C'est pour eux que nous voulons une ville plus juste, plus digne et surtout plus humaine. Et je vous le dis, la richesse de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine, c'est sa diversité. Et notre force, c'est de la faire vivre ensemble. Ces derniers jours, Mathieu Hanotin nous a demandé « Mais enfin, qu'est-ce que vous appelez une politique de rupture ?» Eh bien, nous allons tenter de lui répondre, parce que j'ai l'impression que Mathieu Hanotin ne sait pas très bien ce que c'est la rupture. Et pourtant, il se dit de gauche. À Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, pour louer un F3, il nous faudra débourser quasiment pour une famille qui doit toucher minimum 4 500 € par mois. En 1973, un locataire consacrait à peu près 10% de ses revenus au logement. Aujourd'hui, c'est 40% et pour les personnes seules, c'est 47%. À Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, 30% des foyers sont des familles monoparentales. 25% sont des femmes seules avec leurs enfants. Et en Seine-Saint-Denis, 44% des enfants vivent dans un logement surpeuplé. La dépense moyenne par élève au niveau national est de 8 800 €. Dépense moyenne par élève en Seine-Saint-Denis, c'est 6 200 €, soit 2 600 € d'écart pour un enfant des quartiers populaires. Sur les discriminations, un habitant sur 2 se dit victime de discrimination à cause de sa couleur de peau, de son quartier ou de sa religion. Parmi eux, 81% disent avoir été victimes de discrimination par la police. Alors, face à ces réalités concrètes, nous disons stop. Et c'est la raison pour laquelle l'Alliance Ensemble Retrouvons l'Espoir a bâti un programme de rupture fondé sur plus de 300 propositions qui vont venir changer radicalement la vie des habitants de Saint-Denis, mais aussi de Pierrefitte. Et sur un domaine particulier, la question du logement et son accessibilité. Il y a 2 protections qui sont essentielles. La première, c'est la création de logements publics. Et la deuxième, c'est l'encadrement des loyers. Regardons le bilan de Mathieu Hanotin. Sur le logement public, en 2023, 0 logement social familial. Désormais, sur la question de l'encadrement des loyers, 58% des annonces privées ne respectent pas l'encadrement des loyers. Et donc, c'est la raison pour laquelle Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine sont l'un en fait, des pires élèves en France à la tête de l'agglomération, donc pleine commune, Mathieu Hanotin, socialiste. Et donc, c'est cet homme qui ne comprend pas, en fin de compte, la question de la rupture. Il nous demande ce qu'est la rupture. Quand on ne voit pas la réalité des habitants de Saint-Denis ainsi que de Pierrefitte-sur-Seine, en réalité, ce n'est pas que la rupture, on ne la comprend pas. C'est en réalité la réalité vécue par les populations qu'on ne comprend pas. Ils veulent mettre, par exemple, 1200 caméras dans la ville. Mais une caméra, comme vous le savez, pour celles et ceux qui sont projetés à la réalité quotidienne, ne remplacera jamais un éducateur, ne remplacera jamais un enseignant et ne permettra jamais à un enfant d'avoir un enfant. En réalité, le maire sortant, Mathieu Hanotin, socialiste, veut faire entrer Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine dans le top 5 des villes où il faut investir. C'est un agent immobilier, en réalité. Ça, là. Et contrairement à lui, nous voulons faire de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine la ville numéro 1 pour vivre dignement. Alors, notre programme de rupture, il part de l'idée que le logement doit être un logement qui ne doit pas être une marchandise. Et par conséquent,
Nous allons faire respecter l'encadrement des loyers. Nous allons produire entre 50 et 60% de logements publics pour que nos enfants puissent vivre dignement dans la ville où ils ont grandi. Sur la question de l'éducation, enjeu exceptionnel sur un territoire comme le nôtre. Nous créerons bien sûr des emplois en direction des ASEM et des animateurs qualifiés. Maintenir le périscolaire à 19 h. Mettre fin aux pénalités abusives au niveau de la cantine, en proposant notamment la cantine gratuite maintenue avec du bio. Ouvrir la cantine à tous les enfants, y compris de ceux de Pierrefitte-sur-Seine. Sur la question de la tranquillité publique, indépendamment de fake news, nous disons de manière assez ferme et définitive, nous voulons atteindre l'objectif territoire zéro violence policière. Une police municipale formée, sensibilisée et de proximité. S'agissant de la démocratie qui a été piétinée pendant ce mandat, ça a été d'ailleurs très bien rappelé tout à l'heure par Sophia, nous allons organiser un référendum sur la fusion Saint-Denis-Pierrefitte qui a été imposée. Et si la population décide que nous défusionnons, l'équipe qui m'accompagne prendra la décision de défusionner. Sur la question de l'écologie populaire, nous ne sommes pas d'accord avec la logique qui consiste à faire de l'écologie une opération punitive. Nous sommes pour accompagner toutes les populations. Et c'est la raison pour laquelle nous allons développer un certain nombre d'îlots de fraîcheur dans l'ensemble des différents quartiers et nous allons soutenir massivement la mobilité douce dans le cadre en particulier de la ZFE, donc Z à faible émission d'émissions. Ville humaniste. Vous avez pu constater qu'il y a eu une grande forme de timidité de la part de ce maire lorsqu'il a fallu déjà commencer par dénoncer le génocide qui était en cours. Il a eu une grande difficulté, y compris à employer le mot. Il a eu une grande difficulté, y compris à assumer le premier vœu qui avait été porté notamment par l'opposition pour justement condamner les agissements d'Israël. Demain, la ville que nous allons incarner, les élus que nous allons incarner, seront principalement des villes antiracistes, antifascistes, anti-impérialistes, résolument féministes. Et bien sûr, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, mon équipe et moi, dès que nous rentrerons à la mairie. Nous allons d'abord commencer par relever nos manches. Car il va s'agir bien sûr de soulager d'abord les agents en souffrance et restaurer un climat de travail apaisé. Nous allons très rapidement préparer un plan contre la canicule qui souvent a lieu dès le mois de juin. Nous allons, après avoir listé les différents besoins urgents dans les écoles, apporter des solutions immédiates en termes de rénovation. Nous allons renforcer ce qui a été dit tout à l'heure par Aya, la question de la prise en charge des stagiaires, notamment pour les jeunes de nos territoires, la question de l'alternance et la question de la formation. Mais nous aurons aussi un travail rigoureux à faire en direction de l'ensemble des différents bailleurs pour faire en sorte qu'ils puissent mettre des moyens financiers pour pouvoir réhabiliter l'ensemble des logements pour éviter les passoires thermiques, parce que c'est de ça aussi dont souffrent nos populations. Nous mettrons bien sûr en place ce bouquet pouvoir d'achat, notre bouquet pouvoir d'achat qui permet bien sûr de soulager les familles avec le kit d'entrée scolaire gratuit, le pass d'un vélo gratuit pour les élémentaires, collégiens et bien sûr les lycéens, la création d'une mutuelle municipale, création bien sûr d'un statut parent solo et un vélo pour tous les collégiens de 3e. L'ensemble de ces moyens-là permettront de soulager les familles. Et n'en déplaise bien sûr à Mathieu Hanotin et son équipe, nous lancerons bien sûr un audit complet sur la fusion, mais sur l'ensemble des moyens financiers qui ont été dépensés, parfois de manière totalement absurde. Demain, je souhaite avec mon équipe d'abord incarner un maire totalement différent. Un maire d'abord de gauche.
Un maire à la fois accessible et à l'écoute, qui rendra compte avec son équipe et publiera ses frais, notamment. Et au passage, proposera y compris la baisse de ses frais. Le maire que je serai, bien sûr, ne tolérera aucun propos raciste ou diffamatoire. C'est important. Ce maire-là ne se promènera jamais avec un gilet pare-balles. C'est un maire, bien sûr, qui sera humaniste, exigeant et qui agit pour répondre aux besoins des habitants. Mais c'est aussi un maire qui joue collectif, comme sur un terrain de sport. Et l'espoir, vous l'avez compris, mes amis, est ici dans cette salle, mais j'ai envie de dire, y compris à Saint-Denis et à Pierrefitte, partout en réalité. Je le vois parce que je viens de là, comme l'ensemble d'ailleurs de celles et ceux qui font partie de cette équipe, de l'Alliance Ensemble Retrouvons l'Espoir. C'est à l'école de la République, mais aussi dans la rue, dans la rencontre avec l'autre, mon semblable, en humanité, qui m'ont permis de me construire comme citoyen. Et je vois l'espoir dans mes enfants, comme chacun et chacune d'entre vous d'ailleurs. Je suis père de 4 enfants, et malgré les difficultés, ils gardent la confiance et la volonté de réussir. Je vois l'espoir dans le sport, je vois l'espoir dans les bénévoles, je vois l'espoir dans l'ensemble des agents qui font vivre le service public. Je vois l'espoir dans la dureté du travail qui est fait par les agents de proximité, que ce soit des gardiens, que ce soit bien sûr les animateurs, souvent d'ailleurs méprisés par cette municipalité. Mais aussi dans les acteurs associatifs, dans la force des militants qui irriguent en fait nos centres de nos quartiers. Mais je vois aussi l'espoir définitivement dans tous celles et ceux qui nous accompagnent dans cette campagne municipale depuis maintenant plusieurs mois, les militants, les colleurs, les logisticiens. Alors, nous avons désormais une responsabilité immense, celui de conclure. Parlez à vos voisins, parlez à vos collègues, parlez à vos familles. Parce que si le peuple s'en mêle, nous allons gagner. Et le 15 mars, comme le disent la jeunesse, nous pouvons mettre un coup KO avec notre bulletin de vote. Et maintenant, mes amis, pour porter cette espérance dans le pays, accueillons comme il se doit, Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais. Assieds-toi, hein. Il vaut mieux que tu t'assoies, hein, parce qu'on va essayer de ne pas faire trop long. Je vous en prie, mesdames, messieurs. J'ai tout bien préparé, et longuement. Et puis tout d'un coup, j'écoute Bali, je craque. Vous êtes comme moi, nous sommes la Nouvelle-France. C'est-à-dire, nous assumons tranquillement les hasards de la vie qui nous ont amenés ici. Nous n'avons rien demandé. Et notre mère nous a mis au monde. Et puis, on a fait nos vies, on a nos enfants, et on pense à des choses simples, faire leur bonheur, vivre aussi bien qu'on peut les uns avec les autres. Et nous n'avons jamais compris, ceux d'entre nous qui en ont été victimes, le racisme, le rejet, cette chose étrange dans le regard d'un autre qui vous installe à une place réduite, différente, alors que vous, spontanément, vous vous sentez si ordinaire, si commun, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Si un enfant vient à choir par terre, nous nous précipitons pour le ramasser. Et
si c'est un adulte, nous nous écartons pour ne pas prendre un coup au passage. Tous les êtres humains sont faits comme ça. Je donne ce petit exemple. Et puis, je viens ici, là mes collaborateurs tremblent parce qu'ils voient que j'ai posé le papier et que je suis plus le plan. Et alors là, il y en a jusqu'à demain matin. Mais tout d'un coup, ça m'est revenu en écoutant Stéphane Peu, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Comment on peut venir à Saint-Denis et ne pas tout d'un coup se rappeler que cette forme particulière de notre amour pour la France se singularise ici d'une manière particulière. Je dis l'amour pour la France parce que je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, nous n'étions pas d'origine française. Mais ils avaient choisi la France pour la liberté et par opposition aux fascistes espagnols et italiens. Et on aimait la France, on ne savait même pas comment c'était. On n'avait pas vu ses paysages, on ne connaissait pas forcément ses senteurs, mais on aimait la France à cause de l'idée qu'on s'en faisait. Mais cette idée n'avait strictement rien à voir avec la conception de beaucoup de... Je vais taire le nom pour me fâcher avec le moins de monde possible ce soir. Mais c'est pas ça. On aimait la France pour une idée. L'idée que les êtres humains ils seraient reconnus égaux les uns avec les autres. Cette idée, elle a fait un long chemin dans l'histoire. Elle n'est pas surgie un matin dans un colloque savant. C'est une histoire de lutte, c'est une histoire de pensée, c'est une histoire avec des chocs. Et voyez-vous, Saint-Denis occupe une place particulière. Stéphane, tout à l'heure, a raconté des moments de l'histoire de la lutte de classe en France, des moments des conquêtes ouvrières qui ont modifié radicalement la vie des Françaises et des Français pour les générations suivantes comme nous-mêmes. Mais à Saint-Denis, il s'est d'abord passé une chose dont j'espère qu'elle rende fière une bonne partie de la salle. C'est que, voyez-vous, c'est le lieu où s'est croisé, où s'est marié deux temps particuliers de l'histoire de France. Tandis que croupissaient dans une certaine barbarie les pauvres peuples qui se trouvaient là. Entre-temps, il y avait eu un événement d'un genre tout à fait nouveau, les croisades. Et de ces croisades ont été ramenés ici les savoirs qui permettaient de construire autrement et de produire autre chose dans un grand bâtiment qui était le passage de la lumière à travers les vitraux. Mais pour faire des vitraux, il faut savoir faire de la chimie. Et ici, on ne le savait pas. C'est d'Orient qu'on l'a ramené. Pour monter plus haut et prendre plus de lumière, on ne savait pas le faire. On faisait des voûtes romanes. Et on a ramené la voûte brisée qui est sur le modèle d'un bâtiment qui est en Orient. C'est d'Orient, à travers les musulmans qui s'y trouvaient, qu'est venue la science de la chimie, de l'architecture, de la physique, qui permettait de calculer comment construire si haut et capter le plus de lumière. La France, pour la première fois, a commencé cet étrange mélange qui fait sa force et la seule source de sa grandeur, c'est-à-dire l'idée d'entendre les autres, de se nourrir des cultures qui nous environnent pour en faire quelque chose que l'on appelle, que j'ai appelé, parce qu'il fallait bien trouver un mot, la créolisation. Et voilà qu'il y a quelques jours, j'ai rappelé ça pendant que j'étais à Bondy, je crois. Hein? Alors tout d'un coup, il me cherche les poux dans la tête à nouveau. Alors Mélenchon, il n'y a pas moyen, il faut toujours qu'il parle de l'Orient. Déjà, j'avais dit ça quand j'ai vu brûler Notre-Dame, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais dit, ce monument, c'est la cathédrale de tous les Français. Bien sûr, il s'y pratique la religion catholique, mais pour le reste, elle appartient à nous tous, parce qu'elle nous représente. Elle représente cette synthèse des cultures, à la base de laquelle est la France aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas tout. Dans ce bâtiment que crée Sugère, pour la première fois, sous cette forme-là, il se trouve qu'il y a autour des philosophes qui commencent à réfléchir, qui sont des philosophes chrétiens, et qui imaginent qu'on peut faire une jonction entre la foi et la raison.
Mais cette idée, elle n'est pas venue des verts pâturages qui nous entouraient à l'époque. Elle est venue d'Averroès, penseur musulman, arabo-andalou. Voilà comment Saint-Denis, naissante, surgissante du néant, se marie à l'histoire longue de la France, aboutit au résultat auquel nous sommes aujourd'hui. Cette nouvelle France, c'est un seul et même lien. Enfant de Saint-Denis, choisissez d'aimer cette continuité parce qu'elle prend en compte toute l'histoire. Elle ne trie pas entre les êtres humains, ni aujourd'hui, ni dans le passé. Et elle prend à chacun, non ce qu'il prétend être, mais la vertu de ses actes, de ce qu'il construit, de ce qu'il fait. Voilà qui nous sommes. Et le latiniste que je suis ne peut manquer de vous dire que Saint-Denis est au bout d'une route qui commence au 174 rue Saint-Jacques, où a été tracée pour la première fois par les deux arpenteurs romains la voie principale qui devait construire la ville de Paris et qui se prolonge jusqu'à ici. Et si c'est Saint-Denis, c'est parce que, paraît-il, il n'avait plus de tête et la portait dans ses bras, ce qui signifie que la tête est ici, c'est-à-dire la pensée. Eh bien, c'est cela dont nous sommes chargés. Il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe pour y venir. Il suffit d'aimer la vie. Il suffit d'aimer ses contemporains. Il suffit de regarder que chaque être est capable d'apporter le meilleur de lui-même. Il est capable de réfléchir et il est capable de changer le cours des événements, ce que vous allez faire. Car de Saint-Denis va partir un élan qui parlera à toute la France, à toutes les cités populaires de France, à tout le peuple de France tel qu'il est, et qui dira « Saint-Denis l'a fait, fais-le toi aussi ». Saint-Denis aura été la tête, Saint-Denis aura été la pensée, Saint-Denis aura été fidèle à cette longue histoire, commençant dans les lumières de l'esprit et se couronnant dans la politique de la classe ouvrière, de son internationalisme. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour commencer. Comment ce petit bourgeois visqueux a-t-il pu penser qu'on n'avait pas compris ce qu'il est en train de faire? Je vais vous dire ce qu'il est en train de faire. Ils se font des gargarismes avec des mots. Ils font de la gestion managériale du territoire, habité par une peur du peuple. Parce que quand on met un gilet pare-balles pour aller dans une cité, c'est que vraiment on s'y sent pas chez soi. Et c'est vraiment qu'on vit le peuple comme un ennemi. La gestion. Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Je vais vous le dire en un mot commençant. Il voudrait expulser le peuple de Saint-Denis pour en mettre un autre à sa place. Construire des résidences à la place des cités. Faire ceci et cela reviendrait la bonne société. Si seulement c'était original. Ils font la même chose partout. Ils font la même chose à Vaux-en-Velin, ils font la même chose à Vénissieux, ils font la même chose partout, il y a un quartier populaire. On rase tout ce qui a été construit, on enchasse les braves gens qui y ont fait leur vie, qui y ont mis leurs enfants au monde, qui ont accueilli leurs parents. Et tout ça, allez-vous-en. Et où irons-nous? Où irons-nous? Eh bien, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Le peuple n'a jamais été leur problème. Et voilà ce que vous incarnez autour de Bali Bayako. La résistance absolue. Le rêve d'un monde où l'on cesserait de mépriser tel ou tel parce que ses revenus ne sont pas suffisants. Voilà. J'avais envie de lire la liste des copains que j'ai dans cette salle, j'en finirai pas. Je laisse tomber. Asdine, tu m'as compris. Je t'embrasse. Viviane Rebière, pareil.
Manon Montmirail, que je connais, Manon, c'est une oratrice femme. Je sais pas, vous l'avez déjà écoutée. C'est quelque chose, hein. Elles sont comme ça, une petite dizaine, qui ont créé un style, l'oratrice féminine. Alors, il y a elle, il y a Clémence Guettet, il y a Mathilde Panot, il y a Sophia Chikirou, ça y va. Qui encore? Voilà, Iman. Oui, il y a un admirateur ici, c'est bien. Bon, plus respectueusement, il y a Sophia. Ah. Non, mais on en est à Sophia, suivez le mouvement au moins. Bon. Sophia Boutry, à qui j'adresse un très amical salut. Allez, laissez-moi dire aussi qu'il y a mon pote, avec qui tout a été commencé, qui est Éric Coquerel. Parce que si aujourd'hui il y a des insoumis, c'est parce qu'il y a eu avant le parti de gauche et qu'on l'a fondé ensemble. Cet homme a une place particulière dans l'histoire de la gauche de ce pays. Parce que souvent on parle de moi. Tant mieux, je fais le paratonnerre. Hein. Donc s'il y a un problème, c'est Mélenchon. Mais la vérité, c'est que c'est aussi Coquerel. Hein. Je ne vois pas pourquoi il ne partage pas ça avec moi. Bon, hein, vous avez compris. Voilà les choses pour commencer. Maintenant, je suis obligé, c'est mon devoir, c'est ça que vous attendez de moi. Pas que je vous harangue, ça a été fait très bien jusque-là. C'est qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Oui, nous sommes en grand danger. La guerre qui a commencé là-bas, qui a commencé d'abord, ayant à l'esprit tout le plan qui a suivi. La guerre qui a commencé par l'abominable génocide à Gaza. Aujourd'hui connaît son développement, une de ses étapes, puisque le droit international a été violé, puisque ceux qui ont commis les crimes les plus épouvantables n'en ont jamais été châtiés, puisque tout un système s'est uni pour faire le silence, bloquer la parole, terroriser s'il le pouvait ceux qui voulaient résister. Mais nous n'avons pas été terrorisés, nous avons résisté. Nous avons été accusés de tout, d'apologie du terrorisme. Nous avons eu droit à des amendes, nous avons eu droit à des poursuites, à des menaces de mort, à des saccages de nos bâtiments. Mais nous n'avons pas cédé, si bien que c'est pour ça que nous sommes là. Parce que si on ne résiste pas à la première heure, on ne résiste jamais. Il faut qu'il y ait des courageux d'abord pour dire non et tenir bon. C'est la leçon principale de la vie. La résistance n'existe pas sans résistants. La fraternité humaine n'existe pas sans des êtres fraternels tournés vers les autres. Et c'est parce que nous avons résisté, tous autant qu'on est dans cette salle, dans le milieu dans lequel on est, dans l'entreprise et ailleurs, que maintenant nous sommes cette force. Et que cette force va déferler dans les élections municipales, à Saint-Denis et dans tout le pays. Alors la guerre qui a éclaté est une guerre illégale, sans aucune légitimité. La question n'est pas posée de savoir ce que nous pensons du régime qui est en Iran, parce que c'est l'affaire des Iraniens. Et secondement, parce que nous ne permettons pas que ce soit l'empereur du monde qui décide qui doit gouverner où, parce que nous savons très bien que comme ils ont commencé à massacrer à un endroit et qu'on ne s'y est pas opposé, si on le laisse choisir les dirigeants du monde, il les choisira tous, dans tous les pays, parce qu'il n'y a pas de limite à sa violence. La guerre, dorénavant, est arrivée sur vos genoux, mes amis. La guerre vient d'entrer dans vos portefeuilles. La guerre, cela signifie l'augmentation des prix parce que maintenant il y a un problème sur le prix de l'essence. Des gens m'ont dit on ne comprend pas tout. C'est pourquoi je me donne le temps de vous dire ceci. C'est parce que le prix du pétrole augmente que tous les autres produits augmentent. Parce que du pétrole, il y en a dans toutes sortes de produits. Et que quand vous en mélangez un où il n'y a pas de pétrole avec un où il y en a, à la fin, vous payez l'augmentation du prix du pétrole. Et si le prix du pétrole augmente, c'est parce que la source qui se trouve en Iran est bloquée à l'intérieur de l'Iran parce que les réserves dans lesquelles on stocke le pétrole sont pleines et qu'on ne peut plus sortir le pétrole. Par conséquent, on n'en sort plus.
Et quand il en sort, l'Iran, pour défendre son territoire national, quand il y en a qui passent, tire dessus. Alors, j'ai entendu qu'on leur disait « Ah, mais non, faites pas ça !» Mais pardon, ils défendent leur territoire national. Et si nous, Français, nous étions envahis, nous ferions de même. Ça n'a pas de sens de dire aux Iraniens « Ne faites pas ci, ne faites pas là !» Alors, il n'y a qu'un mot d'ordre qui fonctionne. Nous ne ferons ni ceci ni cela, pourrait-il dire, mais il y a une condition, cessez le feu. C'est une guerre illégale. Pourquoi continuez-vous à tirer? Pourquoi massacrez-vous? Qu'est-ce qui, en plus du fait que toute mort est inutile dans une guerre, qu'est-ce qui justifie que plus de 150 enfants aient été tués dans leur école? Est-ce qu'on mesure la misère que cela représente d'amener son enfant à l'école et d'aller ensuite, en apprenant que l'école a été bombardée, tâcher de fouiller dans les gravats pour y retrouver les siens, et que pour la deuxième fois, vous êtes frappé parce que quelqu'un a décidé qu'il frapperait 2 fois à une demi-heure d'intervalle pour être sûr de tuer le maximum de gens? Voilà ce qu'est la guerre. Ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas un conflit entre les puissances. C'est des milliers de pauvres gens à qui on n'a rien demandé, et surtout pas si vous voulez être en guerre, qui meurent comme s'ils n'étaient rien, comme s'ils ne comptaient pas. C'est le même regard qui provoque ces guerres absurdes, ces guerres dégoûtantes, ces guerres impérialistes. Et c'est le même regard qui regarde l'autre en disant « Celui-là, il n'est pas de la bonne religion, il n'est pas de la bonne couleur de peau. Oh, c'est une femme. » C'est l'œil du suprémaciste qui méprise les autres. Guerre à la guerre, mais comment allons-nous répondre à cette invasion de la guerre sur nos genoux par l'augmentation de tous les prix? Car à ce moment-là, il y a un choix à faire. Qui paye la différence? Parce que est-ce que vos salaires vont être augmentés du montant de l'inflation, c'est-à-dire de l'augmentation des prix? Ils n'ont pas l'intention de faire ça. La dernière fois qu'on a parlé d'échelle mobile des salaires dans un budget de l'État, ils ont tous voté contre. Et puis ensuite, quand on a déposé une motion de censure, on sait qui n'a pas voulu voter la motion de censure. L'extrême droite, la droite, l'extrême centre et les socialistes. Délibérément. Alors on peut reprendre la question à l'endroit où elle est. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Qui va payer cette différence? Est-ce que ce sont les consommateurs? Ah non, 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 disent-ils. Et pour cause. Vous en avez déjà pour 150 € à 200 € par mois pour faire vos pleins. Mais là, je ne parle que du plein, je ne parle pas du reste. Hein. Non, non, disent-ils. Lundi, il faut baisser les taxes. Quelqu'un peut lui expliquer que baisser les taxes n'empêche pas les prix d'augmenter, parce que le prix augmente même si vous avez baissé la taxe. Donc, de toute façon, ça augmente. Et puis, deuxièmement, si vous ne bloquez pas le prix par la force des choses, quelqu'un va payer. Qui est-ce que ça va être? Eh bien, on va vous dire, on ne bloque pas les prix. Le président de la République a une solution. Il dit, nous allons utiliser les réserves stratégiques du pays. Ah bien justement, c'est marqué dessus, stratégique. C'est donc pour faire face à des crises stratégiques. Donc vous allez sortir les stocks pour les vendre. Il y a une limite, 2 mois ça dure. Et après, vous allez les reconstituer, ouais, en payant le prix du moment. Donc plus cher, c'est vous qui payez. Parce que c'est avec les impôts que tout ça sera fait. Donc le choix, il n'est pas entre 36 possibilités. C'est soit les producteurs, soit les citoyens qui payent. Et quand il dit qu'il va vendre les stocks stratégiques, premièrement, ça vous coûtera après, et deuxièmement, c'est pas prudent. Parce que les stocks stratégiques, il faut les reconstituer. Personne ne sait combien de temps et quelle forme va prendre cette guerre. Je ne veux pas vous inquiéter exagérément, mais quand on a décidé de laisser passer les Nord-Américains sur la base d'Istres pour y recharger leurs avions, on fait de la France une cible. On l'introduit dans une logique qu'on appelle de co-belligérance. Belligérance, c'est la guerre. Ça vient du mot latin bellus, merci. La guerre. Co-belligérant. Nous ne voulons pas être co-belligérants, donc il faut prendre toutes les précautions pour ne pas l'être.
Et puis on nous dit, ah ben si, il faut quand même qu'on aide les pays d'Orient, du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., parce qu'on a des accords avec eux. Ah ouais, bon, très bien, la France est engagée. Mais ça s'appelle la contagion, les amis. Et puis au passage, on va dire, mais on l'a voté quand, ces accords? Parce qu'on a regardé, on n'a pas trouvé. Alors on a une base française aux Émirats Arabes Unis. Et on ne se rappelle pas quand ce truc a été décidé par l'Assemblée nationale. Mais nous voilà tous liés. Et comme c'est la parole de la France, c'est la parole de la France. Et tout le monde est tenu par la parole. Vous ne pouvez pas dire « je m'en fiche », parce que sinon le lendemain c'est pour vous. Ah, tu t'en fiches, alors nous aussi on s'en fiche de ce qu'on a signé avec toi. L'ordre international est une nécessité. Quand il ne convient pas, on doit le renégocier. Pas le rompre, le briser, le piétiner, comme le font les Nord-Américains. Même quand on n'en est pas content, il vaut mieux l'ordre international consenti par les nations que le chaos qui nécessite, qui veut dire obligatoirement la loi du plus fort. Voilà pourquoi, à vous tous qui êtes des esprits engagés, qui vous intéressez à l'actualité et à la politique, il faut bien comprendre pourquoi nous défendons l'ordre international, même s'il est injuste, parce que nous voulons le changer. Mais cela vaut mieux que la loi du plus fort. Et si la France se met à dire qu'elle organise de son côté le rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas être alignés, ça y est, tout le monde a bien compris ce que ça veut dire être aligné. Pendant des mois, on a expliqué le non-alignement est la seule stratégie possible pour la France. Ah, monsieur Mélenchon, que voulez-vous dire? Nous sommes les alliés des Américains depuis toujours, blabli, blabla. L'alignement, ça veut dire que quand ils font la guerre, vous y allez avec eux. Parce que vous êtes dans un accord qui s'appelle l'OTAN. Et il faut sortir de l'OTAN, parce qu'être dans l'OTAN, c'est être embarqué dans des guerres qui ne nous concernent pas. Comment le président de la République française peut-il dire en même temps cette guerre n'est pas la nôtre, et 5 minutes après dire nous allons déployer quoi, je vous prie? Nous allons aider Chypre. Eh bien oui, Chypre fait partie de l'Union européenne. On n'a réglé aucun des problèmes de Chypre, mais elle est membre de l'Union européenne. Alors nous sommes tenus par un article du traité que je n'ai pas voté, que vous n'avez pas voté pour la plupart d'entre vous, mais le traité, il est là. Il a un article qui prévoit que si un des membres de l'Union européenne est agressé, alors tous les autres le défendent. Donc nous voilà à défendre Chypre. Bon. Nous annonçons à nos ennemis potentiels que nous défendrons Chypre. C'est comme ça. Mais il faut savoir le faire. Il faut éviter la contagion. Regardez bien. Si un pays qui est membre de l'OTAN, article 5 du statut de l'OTAN, est attaqué, tous les autres sont censés venir à la rescousse. Je me répète pour me faire bien comprendre. Quand seuls des pays de l'alliance à laquelle notre pays appartient soient frappés, et alors nous serions tous tenus de répliquer. Ça, c'est la contagion. Mais quel est le point de départ? Une guerre dont personne n'a décidé de la mener. Jamais les Français n'ont été consultés là-dedans. Et je préfère prévenir le président de la République, qui a un article de la Constitution qui dit qu'on ne rentre pas en guerre, même provisoirement, sans que l'Assemblée nationale soit saisie. Et ça, on n'entend pas parler, on voit la télé. Voici que nous avons envoyé le porte-avions Charles de Gaulle. C'est pas rien de mettre une marmite nucléaire sur la flotte. Ah, c'est une arme extraordinaire, hein, faut le savoir. Hein. Là-dedans, il y a 23-25 Rafale marines, qui est certainement l'un des meilleurs avions du monde. Mais ici, pas pour lâcher des confettis, hein, qui sont là. Ils sont donc armés, et c'est leur rôle. Dès lors, vous mettez un porte-avions, 8 frégates, 2 porte-hélicoptères et 2000 hommes. Alors, c'est évidemment une cible. Vous ne pouvez pas dire « je ne veux pas être co-belligérant, mais j'installe une cible ». Si vous disiez « nous envoyons le porte-avions se mettre devant Chypre », on dirait « on a mis des grands moyens cette fois-ci ». C'est à moi, ça? Ah non, c'est à toi. Bon. On dirait « on a mis les grands moyens ». Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On nous dit le porte-avions est entré en Méditerranée. Il a fait tout le tour, là, ça a bien marché. Et pour aller où? Pour faire quoi? Les 8 frégates, c'est pour faire quoi? Protéger le porte-avions, très bien. Les avions, pourquoi faire? Pour protéger les frégates, et ainsi de suite. Non.
Et on entend le président de la République nous dire nous allons, dans une attitude purement défensive, libérer le détroit d'Ormuz. Alors le détroit d'Ormuz, on a tous couru regarder la carte pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez à peu près la carte du monde, vous voyez où est la mer Rouge, hein? Alors au bout, vous avez le canal de Suez, d'accord? Alors ça c'est là, c'est ce bras-là, et de l'autre côté, il y a le golfe Persique, et puis le détroit d'Ormuz. Et il y a un moment, quick, il y a une avancée, c'est Oman, et de l'autre côté, c'est l'Iran. La distance qui est entre les deux côtes, c'est moins de 50 bornes, moins de 50 kilomètres. Donc c'est impossible de faire un espace pour Oman, un espace pour l'Iran et un espace international. Ils sont donc comme ça. D'ailleurs, les autres n'ont pas signé les accords internationaux. Donc il y a un accord local entre ces deux pays. Comment vous faites pour libérer un passage? Le libérer de qui? Si le passage est bloqué, c'est parce que les Nord-Américains ont amené leur flotte un peu plus bas. Elle est à peine plus bas, avant ce passage. Un peu plus bas. Donc les Américains bloquent, du coup les Iraniens tirent sur ce qui passe, et on dit quoi? On ne dit pas aux gringos rentrez chez vous, non, c'est aux Iraniens qu'on dit faut pas tirer, faut pas exagérer. Vous comprenez? Tout ça, c'est un discours, une manière de parler qui prépare à la guerre. Et qui, s'il n'y a pas de guerre, choisit son camp. Eh bien, moi, je dis en notre nom à tous, nous n'avons rien à voir avec cette guerre, nous ne voulons pas y participer, nous ne sommes pas les alliés, ni d'Israël, ni des États-Unis. Nous n'irons pas guerre à la guerre. Alors, pour régler le problème intermédiaire, voilà que le président dit qu'il va vendre les réserves stratégiques. Quelle intelligence! Et alors, nous on dit on va geler les prix. C'est pas difficile à comprendre. Si vous gelez les prix, quelqu'un paye. Qui? Le fournisseur, celui qui sort le pétrole. Ça va, c'est pas un petit pauvre. Hein? Quand il faut faire un effort, on nous demande assez souvent de mettre la main à la poche. C'est son tour, il met la main à la poche. D'autant que la compagnie Total, qui est la grande compagnie française, qui n'est pas la seule en cause, hein. En tout cas celle-là, elle a à voir avec notre histoire, elle a fait au cours des 3 dernières années plus de 10 milliards de profits par an, 15, 14 et en 2023, 19, c'est-à-dire les plus grands profits qui aient jamais été faits par une entreprise capitaliste en France. Ça lui laisse un petit quelque chose quand même, hein, même si on en prend un gros bout. Vous savez, les capitalistes, ils sont raisonnables. Quand vous leur dites « si vous abusez, on prend tout », ils disent « on peut discuter ». J'ai rencontré un gars très intelligent, plein d'humour et francophone en Bolivie. L'année où le gouvernement de gauche venait de décider que la répartition qu'il y avait avant, 80-20, 80 pour Total, 20 pour l'État bolivien. Le camarade Morales décide que dorénavant, c'est l'inverse. 20 pour eux, 80 pour le pays. Alors bon, moi, vous voyez bien, c'est marqué sur ma figure, Mélenchon, c'est moi. Donc, je viens avec un peu d'humour. Je lui dis, ouh, ça doit être rude, 80-20 dans l'autre sens. Il y a un petit silence, il a un petit sourire. Il me regarde et il me dit, 20, c'est plus que rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il est lucide, que le pouvoir politique, c'est pas eux. Ça peut être Morales qui leur dit, je prends tout. Ça s'appelle une nationalisation. Et cet homme, avec de l'humour, me fait la seule réponse humoristique qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, je m'adapte. Et puis après, il m'a quand même bien eu. Parce qu'il attend un petit peu que je redescende de la satisfaction qui devait se lire sur ma figure. Et il me dit, mais vous savez, monsieur Mélenchon, que ce soit 80 ou 20, il faut d'abord le sortir, le pétrole. Et il dit, pour le sortir, il faut faire un trou. Et le trou, c'est nous qui le faisons. Vous comprenez? Tout est rapport de force. Mais moi, si nous étions ici sur le sol national, je lui dirais, non, non, monsieur, nous avons les gens et les machines pour faire le trou et dire à quel endroit on va le faire. Mais nos camarades boliviens, ils n'avaient pas tout ce personnel-là à ce moment-là.
Il ne faut pas se mettre dans la dépendance de plus puissant que soi. Il faut s'équiper tout le temps de la seule chose qui compte, l'intelligence, le savoir-faire, la formation des gens. Alors, puisque cet aigle a trouvé qu'il voulait vendre des stocks stratégiques, que veulent les autres? Eh bien, Bardella, il dit, il faut bloquer les taxes et les diminuer. Je vous ai dit il y a un instant, mais alors le plus savoureux, c'est le génie là, de la bande, Monsieur Olivier Faure. Alors, attendez, vous allez voir comment vous pouvez faire dire n'importe quoi à Faure. Vous n'avez qu'à dire prononcer le mot insoumis. Il fonce aussitôt. Le coup de corne. Voilà. On lui a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec les insoumis? Il n'a même pas écouté la suite. Non, non, non. Il n'est pas d'accord. Pour bloquer les prix. Bah, quand même, mon gars, tu pourrais au moins faire un effort pour amener la chose en douceur. Parce que c'est toi qui as signé ça et c'était la première mesure qu'il y avait dans le programme qu'on a déposé quand on était NFP. On t'a élu pour ça. Alors, on a compris, la prochaine fois, on ne t'élira pas. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors... il n'y a pas que lui, hein, mais il y en a, celui-là au moins. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh ben, écoutez, moi, je voudrais vendre les réserves stratégiques. Bah, d'habitude, quand il y a un double emploi, il y a du chômage. Alors, lequel part au chômage, Macron ou Faure? Parce qu'ils disent la même chose. Les deux, vous êtes durs, vous êtes durs. Vous êtes durs, vous êtes durs. Alors, sinon, à part cette trouvaille, il a dit qu'il voulait un chèque énergie. D'abord, ça m'a l'air complètement délirant, parce que le même type vous dit dans la même phrase, le blocage des prix pose deux problèmes. Soit l'État compense les pertes de l'industrie pétrolière. Pourquoi? Pourquoi l'État ferait ça? Mais bon, soit, et paye la différence, soit les raffineurs préféreront vendre ailleurs. Mais c'est que des bêtises, parce que l'État n'est pas obligé de compenser les pertes, comme il dit, de l'industrie pétrolière. Si ce gars-là vous gouvernez, vous vous rendez compte? Il passe tout de suite, il met la main à la poche tout de suite pour les pétroliers. Moi, je commencerai par dire une chose simple. Je dirais aux pétroliers, ce que vous faites couler là de la pompe, vous l'avez acheté quand? Avant l'augmentation des prix, non? Donc, si vous alignez ce que vous avez acheté avant au prix d'avant et que vous le faites payer au prix de maintenant, ça s'appelle de la spéculation, ça. Donc, premièrement, je vous le prends, et deuxièmement, je vous colle une amende. Parce que quand le pays est en difficulté, trahir sa patrie en essayant d'exploiter ses compatriotes, c'est la limite du marché noir. Voilà, pour commencer. Et deuxièmement, il dit soit les raffineurs préféreront vendre ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, les raffineurs vendent ailleurs que dans l'île de la Réunion à La Réunion? Or, à La Réunion, il y a un contrôle des prix. Est-ce qu'à La Réunion, il y a une pénurie? Non, il n'y en a pas. Est-ce que dans le passé, parce que c'est pas nous qui avons inventé, c'est pas Coquerel qui a inventé le blocage des prix. Le blocage des prix, il existe dans le Code du commerce. Et dans le passé, on l'a déjà fait. Et quand, justement, là, nous, il y avait une guerre en 1991, c'était l'invasion de l'Irak, cette fois-là. C'était compliqué. Moi, je n'ai pas voté cette guerre-là non plus, mais je reconnais que c'était plus compliqué. Saddam, il avait envahi le voisin, alors il y avait quand même quelques raisons de ne pas être d'accord. Bon, bref, en tout cas, en 1991, on a appliqué le contrôle des prix. Et personne n'est parti ailleurs. Et puis, on a recommencé pendant la Covid. Sur le gel et les masques. C'était Macron, c'est pas un communiste, Macron. D'accord? Donc, tout ça, c'est du bruit qu'ils font pour disperser l'attention du point qui importe. Qui paye? Le capital ou le travail? Et nous répondons, c'est le capital qui doit payer. Et eux répondent, c'est le travail. Parce que les impôts qu'ils vous prendraient, c'est ceux de vos salaires. Voilà la vérité. Et vous voyez comment toutes les questions que la guerre soulève sont des questions qui tournent autour de savoir qui dirige la société, qui partage ou ne partage pas. C'est continuellement la confrontation entre les suprémacistes et les collectivistes. Les suprémacistes disent, comme c'est nous les patrons, comme c'est nous qui payons, c'est nous qui décidons.
Et nous, les collectivistes, nous disons, comme nous sommes ceux qui font cette société, qui en font la richesse, soit par les consommations, soit par les créations, alors c'est nous les maîtres de la situation, et nous passons avant vous. Voilà la leçon. Mes amis, tant d'incohérences, tant d'égoïsme de classe mettent notre pays en danger. Vous autres tous, car déjà, les fins de mois commencent tôt pour beaucoup dans le mois. Ensuite, parce que si les dépenses contraintes augmentent, eh bien nécessairement, vous devrez compresser sur autre chose, soit en vous endettant et en payant le prix de cette dette, soit en vous privant et en privant les vôtres. C'est donc toujours de la privation. Et puis, il y a tous les aspects qui vont aller avec. C'est que des milliers de petites entreprises peuvent mourir de cette incapacité des dirigeants à comprendre la réalité. C'est pourquoi Bali, tout à l'heure, a prononcé une phrase importante. Ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire la rupture avec le capitalisme et le néolibéralisme sont ceux qui, en réalité, ne comprennent pas quelle rupture est déjà dans la vie des gens à cause du capitalisme et du néolibéralisme. Il faut choisir. Nous avons choisi. Mesdames, Messieurs, non seulement les travailleurs vont se serrer la ceinture, non seulement les étudiants vont se serrer la ceinture, et tous ceux qui dépendent d'une manière ou d'une autre, dans le moment où ils n'ont pas de salaire, de la solidarité. Je n'ai pas dit de l'assistance, de la solidarité. De la solidarité. Eh bien, il y a nous. Mais pour la première fois, nous pouvons nous faire entendre d'une autre catégorie sociale. Tous ceux qui sont les petits patrons. Parce que, premièrement, la moitié des petits patrons n'ont qu'un seul employé, eux-mêmes. Deuxièmement, parce que dedans se comptent tous les auto-entrepreneurs. Troisièmement, parce que tous ces gens vont voir leur entreprise être liquidée si on ne leur donne pas une protection sur le prix de l'énergie. Le système du prix de l'énergie en Europe est absurde. Il est aligné sur le prix de la dernière usine qui fonctionnera, c'est-à-dire forcément une usine qui fonctionne au gaz. Donc, les prix du gaz augmentant, les prix de cette usine augmentent et tous les prix augmentent partout. Il n'y a aucune raison à ça. Nous pouvons faire autrement. Pourquoi ? Je vous dis que si nous dirigions ce pays, nous ferions à cet instant ce qu'ont fait les Espagnols, ce qu'ont fait les Portugais. Nous dirions, écoutez, votre affaire d'énergie, c'est très bien pour vous, parfait, mais c'est pas bon pour nous, donc on rompt avec ce système-là. On rompt avec le système de l'énergie tel que vous l'avez imaginé. Parce qu'ils ont fait beaucoup de phrases, mais c'est tout, ils n'ont pas posé un seul acte. Il faut sauver des milliers de petites entreprises en garantissant le blocage des prix de l'énergie. C'est la seule manière que nous avons d'éviter les destructions qui chaque année s'accumulent. Car dans certains secteurs de la production, comme la construction ou comme le commerce, il s'est fermé au cours des dernières années. Plus 34% en 2022, plus 33% en 2023, plus 18% en 2024. C'est la raison pour laquelle on a vu pour la première fois dans l'histoire de la gauche une réunion avoir lieu à l'initiative de l'Institut que je co-préside avec Clémence Guettet, où sont venus des syndicats de petits patrons et où on a pu discuter de savoir ce qu'on ferait ensemble, même s'ils ne nous aiment pas et même si parfois nous avons des chicayas avec eux, parce qu'eux sont comme nous, ils ne peuvent pas partir, ils sont là. Nous ne pouvons pas partir, aller à l'autre bout de la planète où il y aurait des meilleurs prix pour acheter nos sardines ou nos sandwichs. Eh bien, eux non plus ne peuvent pas partir. Dès lors, nous sommes obligés de faire patrie commune et donc de trouver le moyen de s'accorder entre nous. Voilà pourquoi la question du blocage des prix est si importante. Et c'est nous qui avons déposé une proposition de loi sur le sujet, cette fois-ci encore. Et nous attendons qu'elle puisse venir en discussion, s'ils sont si sûrs d'eux, qu'ils l'amènent en discussion dans le Parlement. Peut-être nous battront-ils, peut-être proposeront-ils à ce moment-là une autre décision. Mais au moins, on pourrait en parler. Ça n'est pas un monsieur tout seul qui va décider de tout, y compris de notre vie quotidienne dans ce domaine. Voilà le moment où nous sommes. Et dans ce moment, vous comprenez comme moi
qu'il va y avoir, du fait de cette inégale répartition de l'effort qu'il faut faire, des tensions sociales, une accélération de la lutte de classe pour l'appropriation de la richesse, et que le système est déjà en panne. Le système n'a rien à proposer. Pendant des années, les néolibéraux, les Macron paraissaient le Mozart de la finance, il allait bondissant sous la pyramide. Et notre demain serait tellement merveilleux sous la conduite de ce jeune homme. C'était son argument de vente numéro 1. Soyons audacieux, j'espère, disait-il, en regardant les plus jeunes, qu'ils rêvent d'être milliardaires. Et nous, quand on disait non, c'est un rêve obscène de voyous, car tout milliardaire est forcément quelqu'un d'immoral par la force des choses, puisque l'accumulation de sa richesse vient de la privation des autres. Mais bon, c'est de la philosophie, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais justement, c'est ce qui fait la différence entre un collectiviste et un suprémaciste. Le suprémaciste, il dit « moi j'ai gagné, donc je fais ce que je veux ». Et les autres, vous la fermez. Bref. Qu'a-t-il aujourd'hui à proposer? Mais rentrez en vous-même quelques instants. Qu'est-ce qu'il vous propose de bâtir comme société? Rien. Absolument rien. Tandis que nous proposons de changer de fond en comble cette société, de ne plus se résigner face à des choses qui paraissent être des calamités naturelles, mais qui en réalité sont des choses abandonnées à leur propre logique, mauvaises, ou abandonnées à la loi du plus fort. Nous pouvons tout rectifier. Quand nous disons que les violences policières doivent cesser, c'est parce que nous croyons profondément à l'État républicain qui ordonne que la loi soit représentée dignement par ceux qui ont fait le métier de la faire respecter. Lorsque nous disons qu'il faut partager, nous disons une loi humaine essentielle. Et en face de nous, la seule chose qu'ils ont à proposer, je viens de le dire, c'est le suprémacisme. Les uns ont raison sur les autres parce qu'ils auraient la bonne couleur de peau, la bonne religion, la bonne place. Voilà au nom de quoi, et seulement au nom de cela, ils auraient le droit de dominer. Par conséquent, la crise de l'autorité républicaine qui fait que l'on consent aux lois, que l'on accepte qu'elles s'appliquent, quand on se dit ces lois sont injustes, les comportements de ceux qui sont censés les incarner sont injustes. Comme ils ne savent plus quoi dire, on passe de l'autorité naturelle, consentie, discutée dans les parlements, à l'autoritarisme. L'autoritarisme, ce n'est pas la suite de l'autorité, c'est le constat de son échec. Et c'est l'autoritarisme toujours, le triomphe d'une autorité injuste, parce que l'injustice n'a pas d'autre moyen de s'imposer que par la force et la violence. C'est la raison pour laquelle, pour que les gens se l'avalent, il faut qu'ils soient tous devenus racistes, pour accepter que des gens soient écartés au nom du fait que dans le regard des dominants, les autres sont racisés. Il faut qu'il y ait de l'islamophobie pour qu'une partie de la population regarde l'autre en se demandant au juste ce qui va se passer et vice-versa. Il faut, bref, que tous les venins du suprémacisme et du fascisme se soient répandus dans la population. Et c'est contre ça que nous luttons. C'est une lutte intellectuelle, c'est une lutte affective, c'est une lutte qui nécessite que ceux qui parlent au nom de la France, quand ils s'adressent à la Nouvelle-France, commencent par célébrer la gloire et la grandeur de ce qu'elle a apporté à la patrie. Le travail qui a été fait pour bâtir ce pays, mais le passé profond, par quoi j'ai commencé cette réunion avec vous. La France, c'est tout ça. Ce n'est pas cette poignée de personnes qui se croient plus intelligentes que les autres. Comme si nous ne savions pas comment ont été accumulées leurs fortunes au point de départ. Comme si nous avions oublié que Bernard Arnault a commencé sa vie en rachetant à vil prix Boussac. Comme si nous ne savions pas comment s'est accumulée la fortune de l'homme qui aujourd'hui domine les médias, l'édition et même les livres d'éducation qui se vendent pour former nos jeunes gens qu'est M. Bolloré. Comme si nous n'avions pas prévu, sitôt que nous serons au pouvoir, de commencer par libérer les médias de l'argent. Nous déferons les trusts médiatico-culturels et donc nous déferons l'empire de M. Bolloré. C'est la raison pour laquelle je lui ai déjà dit dans 2 ou 3 réunions, Monsieur Bolloré, soyez candidat à l'élection présidentielle, parce que c'est vous qui organisez le débat dans ce pays. Vous faites monter certains thèmes
par vos réseaux, ensuite ils arrivent dans l'information en continu, et après ils terminent dans des blablas de petits bourgeois, dans la presse petite bourgeoise, surtout la presse petite bourgeoise de gauche, qui passe son temps à nous briser les reins, à nous tirer dans le dos. Parlez mieux, monsieur Mélenchon, soyez plus poli, élevez-vous, quoi que vous soyez un complotiste, antisémite, blablabla, blablabla. Voilà comment ça marche dans ce pays. Alors qu'ils viennent, qu'ils se présentent devant les citoyens et qu'ils leur disent ce qui est écrit dans ces journaux, ce qui est écrit dans les livres qu'il édite, ce qui est écrit sur tous les kiosques de Paris, puisque maintenant, lui, il peut afficher toute la semaine, y compris après la clôture de la campagne électorale, les belles affiches où l'on voit le fascisme mondain, Madame Knafo et tous les autres qui sont là. Ah, c'est fini, hein, l'époque des... Avant, on les reconnaissait de loin, ils avaient le crâne rasé, des tatouages partout. Tiens, un facho. Maintenant, ils viennent, propres, tout bien coiffés. Ils parlent tranquillement, hein, et voilà. Et ça vous donne du Bardella. Bon, ils parlent pas trop, parce que s'ils parlent trop longtemps, on va s'apercevoir de ce qui se passe. Mais... Et ainsi de suite. Monsieur Bolloré, soyez candidat. Vous êtes un homme courageux, vous nous l'avez assez dit, vous trustez tout. Venez et parlez au peuple français, et puis on réglera l'affaire avec des bulletins de vote, comme des gens civilisés. Parce que sinon, vous voyez bien ce qui va se passer, on va être obligé de faire tout ça de force. Et parce que les gens qui sont dans cette salle, monsieur Bolloré, ils ont hâte que nous ayons gagné l'élection présidentielle pour rectifier tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Madame, messieurs, en ce moment, on est en train de renverser l'ordre naturel des idées et des choses. Il paraît que ce sont les antifascistes qui sont des fascistes, c'est ça qu'ils expliquent. Mais comme on l'a très bien expliqué, on va vous dire une chose bien simple que vous allez comprendre d'un seul coup, en vous munissant de 2 oreilles et d'un cerveau même moyen. Vous allez comprendre que tant qu'il y a des fascistes, il y a des antifascistes. Mais quand il n'y a plus d'antifascistes, alors il y a encore plus de fascistes. Voilà pourquoi, si vous voulez que tout ça cesse, faites cesser le fascisme. Et pour faire cesser le fascisme, donnez du courage à ceux qui se battent, qui se mobilisent loyalement, sérieusement, comme c'est le cas dans cette salle. Votez pour cette équipe, voilà à quoi ils servent. Chaque fois qu'on met un bulletin de vote, Bali, on est antifasciste. Et on dit à toute la France, ne vous y trompez pas, que personne n'aille croire que parce qu'ils sont bien habillés et qu'ils parlent tout doucement au contraire de moi, ils sont autre chose que ce qu'ils ont toujours été. D'abord, ceux qui exercent, qui ont une fascination pour la force. Quand M. Bardella répond à M. Trump, qui se propose d'annexer le Groenland, il dit « Ah, ben c'est son intérêt commercial, dont acte. » Dont acte, avait dit Pétain, nous capitulons. Ils ont ça dans leur code génétique. S'incliner devant le plus puissant, parce qu'eux-mêmes comptent être le plus puissant sur le voisin d'à côté, et qu'ils espèrent que la violence de la force ruisselle de degré en degré, et peu leur importe d'être à mi-chemin du moment que c'est eux qui dominent. Voilà le fond de leur pensée. Et n'oubliez jamais la vraie vérité, comme celle qui est apparue grâce à notre sang-froid et notre détermination, quand après le drame de Lyon, nous avons dit que nous n'y étions pour rien et que c'était un traquenard. La vie s'est chargée de démontrer, par l'article de Mediapart, par celui du Canard enchaîné, que c'était un traquenard. Et l'humanité nous a permis d'apprendre que c'était un traquenard organisé de longue main et méthodiquement. Merci à l'UMA d'avoir fait ce beau et magnifique travail. Voilà. N'oubliez jamais, entre 1986 et 2021, il y a eu dans ce pays 53 assassinats politiques. Vous m'entendez ? Entre 1986 et 2021, il y a eu dans ce pays 53 assassinats politiques. 9 sur 10 sont imputables à l'extrême droite. 9 sur 10 des 53 assassinats politiques. Depuis 2022,
Glorieux début de Jupiter soi-même. Depuis 2022, 12 personnes ont été assassinées par l'extrême droite. 12 personnes depuis 2022. À Lyon, dont on a beaucoup parlé, depuis 2010, 101 attaques. Pas des grossièretés dans la rue, la châtaigne, à l'initiative des bandes fascistes. Et voilà pourquoi c'est à Lyon que s'est constituée l'organisation La Jeune Garde de nos camarades, qui ne sont pas des assassins, qui se sont groupés pour constituer une organisation de résistance aux fascistes. Voilà ce que c'est. Pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'il y avait eu 101 attaques, mais parce que 70% d'entre elles n'ont pas été punies et qu'on a donc laissé ces sauvages errer dans les rues, frapper des gens à raison de leur couleur de peau ou ce qu'ils s'imaginaient sur leur orientation sexuelle. Voilà la vérité, mesdames, messieurs. Voilà pourquoi ils ont fait ces organisations. Et le jour du drame, la police était prévenue avant, la police était présente sur place et elle n'a rien fait. Et quand un passant dans la rue a vu passer le jeune de Branque, qui n'en pouvait mais, qui était debout et qui marchait, il a fait plus de 2 kilomètres, et qu'ils ont appelé au téléphone pour alerter, on leur a dit il n'y a pas de patrouille. Les pompiers sont arrivés et les policiers sont arrivés 1 heure après. Voilà, mesdames, messieurs, la réalité d'une organisation incapable de faire face à la paix publique. Les responsables devraient être punis. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Némésis, l'organisation qui monte ces traquenards, qui vient dans un meeting sur 2 que je tiens. Ah, ici, ils n'ont pas osé à Saint-Denis, hein? Oui, oui. Écoutez-moi, s'ils finissent par surgir, hein, vous rigolerez, vous leur rirez au nez, voilà ce que vous aurez à faire. Pas de violence. Hier soir encore, après le meeting à Paris, nous avions l'organisation fascisante qui s'appelle Nous vivrons ou je ne sais quoi. Un truc de socialiste que madame la maire de Paris avait reçu en grande gloire à l'hôtel de ville. Alors ces gens sont venus nous insulter. À mon avis, il y en avait 1 ou 2 qui étaient déjà plus tout à fait dans leur assiette, dont un qui tournait tout rond comme ça avec la pancarte. On s'est dit, le pauvre, bon, on le laisse. Hein. Alors les policiers qui étaient là étaient bien énervés après eux, hein, parce qu'ils étaient brutaux et grossiers. Voilà, n'oubliez jamais de quoi nous parlons, de gens dangereux. Et ici, dans cette salle, il y a des gens qui vivent sous menace de mort. C'est le cas du camarade Éric Coquerel, qui reçoit régulièrement des menaces. Et bien d'autres choses, puisque tous nous avons décidé que nous n'en parlons pas pour ne pas déclencher des concours. Mais nous sommes une dizaine à vivre sous ces menaces. Des fois, on reçoit des colis bizarres. Vous imaginez l'ambiance en famille ? Non, mais juste parce qu'on est aussi des êtres humains. Hein. On voudrait le rappeler à quelques journalistes qui nous accrochent régulièrement des cibles dans le dos. Alors c'est ça, ou bien c'est carrément des complots. En tout cas, moi, il y en a 2 qui ont voulu me tuer. L'un s'est pris 9 ans de tôle et l'autre 18 ans. Et celui qui s'est pris 9 ans, au bout de 8 ans, il sort et qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Il recommence aussi sec. Il menace Mathilde Panot. Bon, il est retourné au bloc, bien sûr, hein, pour faire la dernière année qui lui restait à faire. Mais c'est pour vous dire le genre de débile et d'ahuri auquel nous sommes confrontés. C'est pas des gens comme vous, comme moi, où on réfléchit, on fait un truc, un autre. Des fois, bon, on est un peu dur aussi, hein, mais enfin, on pense pas à aller assassiner les autres. Eux, si, ça les occupe. Le premier, il tirait sur des cibles dans les bois. Alors c'était moi sur la cible, il y en a un autre qui a fait une vidéo avec ça. Hein. Vous savez quoi? Le procureur a dit « Ah, c'est de la parodie !» Ça ne dépasse pas les limites de la parodie. Oui, le type s'amusait à tirer sur des mannequins où il était écrit dessus LFI. C'est marrant, non? Ça fait pleurer de rire tout le monde chez nous. Voilà quel est notre sort. Vous comprenez pourquoi souvent on est fâché? Parce que c'est dur de vivre ça tout le temps. Parce que quand vous sortez de chez vous et qu'il peut arriver que quelqu'un vous attende dehors, ça change votre vie. Ça la change complètement. Voilà de quoi nous sommes victimes aujourd'hui. Mais de ceci comme du reste, nous nous accommodons car nous savons que notre tâche est une tâche sacrée à cette heure. C'est celle de tenir la tête bien droite, de ne pas baisser les yeux, parce que c'est la condition pour qu'on puisse résister. Et c'est ce à quoi j'appelle chacun d'entre vous, en vous souvenant que la première muraille,
le premier blocage que l'on peut faire au racisme, à la violence, au sexisme, c'est soi-même. C'est parce qu'on refuse, parce qu'on n'accepte pas qu'on parle mal autour de nous. Alors on commence à les faire reculer. Et quand on est déterminé, on y arrive. Les associations féministes qui ont organisé le 8 mars ont remporté une victoire magnifique parce qu'elles ont dit « Nous ne voulons pas de némésis ». Et ou bien la police leur interdit, ou on va s'en occuper. Pas de némésis. Si au lieu de nous jeter des pierres du matin au soir, à nous suspecter de je ne sais quoi, d'antisémitisme, de complotisme, si tous ces lâches avaient tenu bon, si c'était dit « Attendez, nous on mélange pas tout », s'ils avaient tenu bon, on aurait fait reculer les autres. Eh bien, il ne nous reste que nous pour faire reculer les autres. Et on a une occasion en or qui est de voter. Les bulletins de vote, pour nous, c'est la principale arme dont nous disposons. Écoutez-moi bien, les plus jeunes, il n'y en a pas d'autres qui vaillent. J'appartiens à une génération où des camarades ont commencé la lutte armée contre des dictateurs qui méritaient largement les balles qu'on voulait leur envoyer dans la peau. Et pour finir, ce sont les nôtres qui sont morts, tous. Et au moment de la libération, quand le tyran est mort dans son lit, les nôtres n'y étaient plus. La violence, ce n'est pas par une affaire seulement philosophique ou morale que je la rejette à cet instant et que je vous appelle à ne pas y recourir, sinon pour vous défendre vous-même, cela va de soi. C'est par réalisme politique. Nous devons vaincre par les urnes parce qu'il n'y a pas de république sans républicains, il n'y a pas de révolution citoyenne sans citoyens et sans révolutionnaires. Notre combat, c'est celui de la vie elle-même contre la mort. J'ai dit la mort, me souvenant de cette image terrible du général qui commandait les troupes franquistes quand ils sont entrés à l'université de Madrid, les 2 revolvers sortis, il rentre en criant « À bas l'intelligence, vive la mort !» et il tirait sur tout ce qui bougeait. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous sommes dans le temps, dans l'histoire. À cet instant, nous sommes la lumière qui nous vient du fond des âges, qui transite depuis Averroès en passant par Saint-Denis. Nous sommes la volonté de vivre, nous sommes la volonté de regarder la beauté du monde à travers les couleurs que répandent ici les vitraux, là-bas que captent nos propres yeux. Voilà qui nous sommes, voilà ce que nous sommes. Ne nous abaissons jamais à être autre chose. Et pour cela, commençons d'abord par résister jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous la connaissez peut-être. Vous savez que je mets toujours des citations à la faire. C'est une statue de mots. Il y a des profs de français ici? Ah, 1, 2, 3. Et derrière moi, Walou. Et ce côté-là, non plus. Bon, 3. Avec moi, ça fait 4. Hein. Alors, les profs de français, ça leur fait plaisir parce qu'ils voient que leur boulot sert à quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a... Vous aussi, hein, je suis sûr. C'est comme ces deux qui nous ont appris la beauté des choses et la beauté des mots. Vous savez, les mots, c'est le début des choses. Hein. Pas de mots, pas de choses. Il y en a qui ont lu 100 ans de solitude ici? Voyons voir. Bon, ok. Donc 100 ans de solitude, c'est au début. Il y a le colonel qui est là et on va le fusiller. C'est pas marqué dans mon papier tout ça, mais puisque j'y suis, je termine l'histoire. Et alors, il parle du nouveau monde. Enfin, il était nouveau que pour eux, hein, parce qu'il y avait déjà des gens avant. Et alors, il dit, quand on est arrivé là, tu pourrais dire, comme on pourrait souvent nous dire hein, la même chose. Hein. Parce qu'avant qu'on est arrivé là, il y avait des tas de mots, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Hein. Par exemple, je viens de dire Walou, pour moi, c'est spontané. Hein. Je pourrais aussi dire, comme j'ai dit quand il n'a pas réussi à me tuer, hein, j'ai dit Mektoub. Alors, il y en a qui me regardent, ça veut dire quoi? Alors, j'explique. Mais les gens, ils ne savent pas quelle langue ils parlent. Ils sont espagnols, ils disent « Ojalá ». Il se marre, lui, Bali. Bah, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais transformé en espagnol. Mais ils ne le savent pas eux-mêmes. Hein. Ojalá, bon, très bien. Ojalá. Donc, le gars qu'on va fusiller, il dit « Le monde était tellement nouveau que pour parler des choses, qui elles-mêmes étaient tellement nouvelles, il fallait les montrer du doigt. » Vous voyez pourquoi les mots organisent la réalité. Et quand on assemble correctement les mots, on dit bien les choses. Et comme on les dit bien, on transmet du savoir.
Voilà pourquoi la culture des êtres humains, vous allez voir comment je retombe tout le temps sur mes pattes, la culture des êtres humains est toujours une culture cumulative. Celui qui veut rien savoir d'Averroès, il se prive de lui-même. À Averroès, ça lui fait plus rien. Il n'est plus là. Tous ceux dont vous vous privez dans le passé ou le présent, c'est quelque chose en moins pour vous. Voilà ce que veut dire ce début de 100 ans de solitude. Il nous faut des mots. Et des fois, on met les mots entre eux d'une telle manière qu'il jaillit d'eux de la beauté. Et souvent, c'est pas pourquoi. Vous avez déjà lu des haïkus? Ça vous dit quelque chose? C'est des poèmes japonais, il y a trois lignes. Bon, au début, puis après, ça vous prend. C'est pas croyable. En 3 lignes, 20 mots, 30. Alors, évidemment, le dernier mot appartient au poète. Parce que le mot poésie déjà veut dire créer. Alors, le poète crée un aspect du monde auquel vous n'aviez pas pensé. Et des fois, tout poète qu'il est, il dit des choses philosophiquement plus avancées que beaucoup d'autres dont c'est toute la vie de réfléchir au statut de la réalité. Alors moi, je vais vous redire un truc que vous connaissez, sans doute pour beaucoup d'entre vous. C'est le poète Antonio Machado. Machado et les autres ont lutté contre les fascistes et nous ont donné une leçon de vie avec laquelle je pense que tout le monde sera d'accord. Le bien et le mal n'existent pas en dehors des êtres qui font le bien ou qui font le mal. Le bien et le mal sont des productions de la vie matérielle humaine. Dès lors, si l'on se tourne du côté du bien, comment faire et que restera-t-il? Nos actes, nos œuvres, c'est-à-dire le chemin qu'on a tracé dans la vie. Bali, la seule chose qu'il a dit de lui tout à l'heure, il a dit « j'ai 4 enfants ». Je pense qu'il portait un message en disant ça et que souvent, beaucoup d'entre vous, quand on leur demande qui ils sont, ils commencent par dire avec qui ils vivent et quelle vie ils rendent possible. On est comme ça. Alors le poète Machado dit une chose magnifique. Il dit que c'est le mouvement de ce que nous faisons qui fait le réel. Voilà comment il le dit, de manière plus simple et plus belle que je viens de le dire. Cheminant, en espagnol, marchando. Cheminant. Bah ouais, mais je ne vais pas dire marcheur, on n'est pas macroniste. On ne va pas traduire du Machado en macroniste. Bon, cheminant, c'est celui qui chemine, vous allez voir pourquoi. C'est moi qui ai fait la traduction, alors ça va quoi. J'ai choisi mes mots. Cheminant, le chemin, ce sont les traces de tes pas, et rien de plus. Cheminant, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Tout passe, mais tout demeure. Notre destin est de passer en traçant des chemins. Éric, mon pote, celui qu'on a fait ensemble, et toi aussi, même si tu fais la gueule à d'autres moments. Je parle à mon pote Stéphane, je recommence. Mais notre destin, Stéphane, est de passer en traçant des chemins sur la mer, des chemins qui sans doute, là c'est moi qui commente, vont se refermer comme la mer se referme entre les vagues, mais toujours redonne des vagues. Et toujours nous serons là marchant. Maintenant, écoutez-moi bien, marchez, 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 jusqu'au bulletin de vote, jusqu'au 15 mars. Voilà le bout de chemin que vous avez à faire. De Saint-Denis doit jaillir l'étincelle qui met le feu à la plaine de tout le pays, de tout le peuple populaire. Voilà votre place, voilà le travail qui vous est assigné.